Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le Cameroun lance les visas et cartes consulaires électroniques, un dispositif destiné à faciliter et sécuriser les procédures d'obtention de ces documents. Mise en place d'un fonds spécial pour gérer la pandémie de Covid-19 au Maroc, 10 milliards de dirhams ont été alloués pour apporter plus de moyens sanitaires et amortir l'impact sur l'économie du pays. Et enfin, publication d'un rapport conjoint de l'ONU et de l'Union africaine sur le Soudan et le Darfour. Un rapport qui préconise de remplacer fin octobre l'opération de paix MINUAD par une mission politique. Mais tout d'abord, en Côte d'Ivoire, le Parlement adopte une révision de la Constitution. Un projet adopté ce mardi 17 mars lors d'un congrès. La nouvelle Constitution avait été votée en 2016. La première révision concerne principalement 3 grandes réformes sur les 3 pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire. Elle apporte également d'autres modifications concernant les rapports de fonctionnement entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Pour rappel, le projet n'avait pas fait l'unanimité auprès des membres du Parlement. Le Cameroun lance les visas et cartes consulaires électroniques, un dispositif mis en place ce mercredi 18 mars par l'ambassade du Cameroun en Côte d'Ivoire. Pour la diaspora camerounaise, les procédures d'obtention des visas et cartes consulaires électroniques seront plus rapides et plus sécurisées. Un reportage de nos envoyés spéciaux Babilas Boton et Paul Singwe. Le Cameroun lance des visas et cartes consulaires électroniques. L'ambassade du Cameroun en Côte d'Ivoire a mis en circulation ce mercredi 18 mars de nouveaux visas électroniques et de nouvelles cartes consulaires électroniques. Il s'agit pour l'État camerounais de mettre à jour son état civil avec sa diaspora et d'offrir à cette dernière des documents hautement sécurisés. La carte consulaire qui était jusque-là produite par nos services consulaires était faite d'un papier cartonné sur laquelle étaient portées des données d'identité. Alors cette carte consulaire était dénuée de tout système de sécurité, elle était falsifiable à souhait. Alors cette carte était de moins en moins acceptée par les établissements financiers et par les services de police. Il fallait absolument l'arrimer aux technologies nouvelles, aux standards internationaux nouveaux, pour qu'elle soit biométrique. Nous avons dès lors compris que cette préoccupation devait figurer parmi les priorités de notre feuille de route. Plus sécurisés, les visas et les cartes consulaires électroniques permettront au Cameroun de faciliter les procédures d'obtention de visas et de cartes consulaires, mais surtout de limiter des falsifications qui représentent, selon des experts, 9% du commerce mondial. Les pigments qui ont servi à produire ces documents-là sont des pigments brevetés, spécialement conçus pour l'État du Cameroun. Alors qu'une personne arrive à les retrouver, vous convenez avec moi que ça va être très très difficile. Et au-delà des pigments, nous avons codifié les documents. Donc le code peut être lisible ou découvert uniquement à partir d'équipements sécurisés d'authentification qui ne sont pas à la portée de tous, si ce n'est pas 1 ou 2 imprimeurs qui sont reconnus sur le plan mondial pour la fabrication de ces équipements-là. En se dotant de cartes consulaires et visas électroniques, le Cameroun se conforme aux exigences internationales en vigueur en la matière. Le monde aujourd'hui, c'est un village planétaire. Et pour circuler dans ce village, il nous faut un document sécurisé et non falsifiable. Et depuis longtemps, nos États se demandent combien ça va nous coûter au lieu de chercher à savoir ce que ça va nous rapporter. Et ce que ça va nous rapporter, c'est la sécurité. Certains États l'ont compris aujourd'hui. Le Cameroun, par exemple, en confiant la sécurisation de ces documents à impact palmarès. Après l'ambassade du Cameroun en Côte d'Ivoire, les autres représentations diplomatiques devront elles aussi procéder à la mise en circulation des visas et cartes consulaires électroniques. Le porte-parole de l'armée nationale libyenne, Ahmad al-Mismari, a annoncé que les forces de l'ANL avaient frappé l'aéroport Mitiga de Tripoli. Une attaque qui a causé la mort de plusieurs militaires turcs déployés sur le site. La Turquie qui avait envoyé ses soldats en Libye pour soutenir le gouvernement d'union nationale face à l'offensive menée par le maréchal Khalifa Haftar. Un sujet de Fanny Mounichi commenté par Aïssa Toubari.
L'armée nationale libyenne du maréchal Haftar affirme avoir tué des soldats turcs dans une attaque à Tripoli, un assaut contre l'aéroport de Mitiga, situé dans la capitale. Depuis plusieurs jours déjà, les troupes du maréchal Haftar visent des cibles turques sur le sol libyen, dont des radars et des systèmes de défense aérienne. La Turquie a déployé ses militaires en Libye afin d'appuyer le gouvernement d'union nationale face à l'offensive lancée par l'armée nationale libyenne. La présence turque aggrave les tensions et les Turcs, évidemment, ils ont des calculs et des objectifs qui ne sont pas nécessairement dans l'intérêt de la Libye. Ils interviennent pour réaliser des intérêts stratégiques turcs, pas pour résoudre un problème libyen. Si le conflit s'est polarisé depuis 2015 entre le gouvernement d'union nationale de Fayez al-Sarraj, reconnu par les Nations Unies, et le pouvoir incarné par le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen, l'entrée en jeu de nouveaux acteurs, Russie, Turquie, dans la crise libyenne a complexifié le processus de résolution enclenché par l'Union africaine. Le groupe de contact de l'UA sur la Libye qui s'est réuni le 12 mars dernier à Oyo, au Congo, a d'ailleurs appelé le peuple libyen à s'approprier son propre destin. L'Union africaine a la légitimité morale et juridique pour traiter le dossier libyen et son intervention est de toutes les façons vue d'un bon œil par la plupart des protagonistes. L'Union africaine gagnerait, je pense qu'elle gagnerait à écarter l'Égypte pour que l'intervention diplomatique et politique de l'Union africaine soit acceptée par le camp de Haftar et par le camp de Sarraj en même temps. La conférence nationale interlibyenne a été annoncée pour le mois de juillet 2020. Elle devait avoir lieu à Addis Abeba en Éthiopie. Le cessez-le-feu n'est toujours pas respecté sur le terrain. Le GNA accuse Khalifa Haftar de violer la trêve alors que l'ANL affirme ne répliquer qu'aux provocations. Et toujours sur la crise libyenne, l'ONU, suivie de plusieurs pays arabes et occidentaux, appelle à une trêve humanitaire en Libye. Une trêve qui permettrait aux autorités sanitaires de mieux contrôler la propagation du Covid-19. Depuis le 4 avril 2019, le maréchal Khalifa Haftar mène une offensive contre le gouvernement d'union nationale pour s'emparer de la capitale Tripoli. Le 12 janvier 2020, une trêve fragile avait été décrétée, mais les combats se poursuivent entre les deux camps qui s'accusent mutuellement de violations. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a ordonné la mise en place d'un fonds spécial pour faire face à la pandémie de coronavirus. Un fonds de 10 milliards de dirhams, un volet d'urgence avec des moyens sanitaires supplémentaires et un volet d'assistance économique pour soutenir les secteurs sévèrement impactés par la crise sanitaire. Un sujet réalisé par Fanny Mounichi et commenté par Farba Maroun. Un fonds exceptionnel pour une situation exceptionnelle. Le gouvernement marocain, sur instruction du roi Mohamed VI, annonce la création d'un fonds spécial de 10 milliards de dirhams dédié à la gestion de la pandémie de coronavirus, avec un premier volet d'urgence, la prise en charge des dépenses de mise à niveau du dispositif médical. Éviter de se regrouper dans les restaurants, dans les mosquées, dans les écoles, etc., etc. On voit beaucoup de gens dans les rues marocaines avec des gants, mais aussi en parallèle des policiers qui appellent, même si on n'est pas dans un confinement total à l'italienne, qui appellent clairement à la population à rester chez soi. Donc on a l'impression qu'il y a une volonté de mettre les moyens de la part des autorités marocaines. L'autre volet de ce fonds spécial, c'est le soutien à l'économie nationale. Un accompagnement des secteurs vulnérables à cette crise sanitaire, à l'instar du tourisme, est prévu. Une batterie de mesures doit permettre de sauvegarder les emplois et d'atténuer les répercussions sociales de la propagation du virus. Le comité de veille économique, réuni le 16 mars, a annoncé, entre autres, la suspension du paiement des charges sociales et la mise en place d'un moratoire pour le remboursement des crédits bancaires au profit des entreprises. Alors il y a deux volets, il y a le soutien en matière de santé, donc d'essayer de mettre les moyens pour essayer de répondre à cette crise, et le deuxième volet c'est le soutien en matière économique puisque le secteur du tourisme est totalement affecté, l'agriculture parce qu'il y a une saison sèche, les Marocains ont attendu la pluie, donc tout ça impacte bien évidemment sur l'économie. Le Maroc a suspendu ses liaisons aériennes avec plusieurs pays européens. Les rassemblements publics de plus de 50 personnes sont interdits. Tous les événements sportifs, culturels et artistiques sont également annulés jusqu'à nouvel ordre.
L'ONU et l'Union africaine ont publié ce lundi un rapport conjoint sur le Soudan et le Darfour. Un rapport qui préconise de remplacer, fin octobre, l'opération de paix MINUAD par une mission politique. Une suggestion qui suscite l'inquiétude de l'ONG Human Rights Watch. L'ONG craint que les civils perdent toute protection. Un sujet réalisé par Aïssatou Diamankat-Besland et commenté par Nathalie Mo. Un rapport conjoint ONU-Union africaine sur le Soudan et le Darfour a été rendu public lundi 16 mars. Ce rapport préconise de remplacer fin octobre 2020 l'opération de paix MINUAD par une mission politique. Cependant, cette décision suscite la crainte de l'ONG Human Rights Watch de voir les civils perdre toute protection. La discussion qui devait avoir lieu ce mercredi pour statuer sur ce dossier a été paralysée par la pandémie du coronavirus. Au total, 7800 casques bleus qui assurent l'instauration de la sécurité intérieure et la protection de la population civile vont se retirer graduellement. La protection des civils est une responsabilité qui incombe au Soudan. Le mécanisme successeur de la MINUAD pourrait fournir aux autorités un soutien consultatif, mais si un mandat de protection physique des civils lui était demandé, cela nécessiterait un déploiement très large, proportionnel à la taille de la zone d'opération. En réalité, le Conseil de sécurité avait prolongé à l'unanimité sa mission d'une année avec des effectifs inchangés jusqu'à fin mars 2020, à la dernière échéance annuelle du mandat de la MINUAD, à la date du 31 octobre 2019. Le rapport de l'ONU et de l'Union africaine souligne qu'au Darfour, la violence armée entre groupes rebelles a reculé, mais les causes profondes du conflit demeurent, ce qui exacerbe les tensions intercommunautaires. La protection des civils ne serait pas garantie dans la mesure où le mécanisme de protection des civils encadré par la force MINUAD incombera au Soudan qui manque de logistique. Pour rappel, c'est en 2007 que la force de paix conjointe avec l'Union africaine, la MINUAD, a été déployée au Darfour, dans l'ouest du Soudan, pour instaurer la paix entre les deux belligérants, à savoir les forces soudanaises et les rebelles issus de minorités ethniques qui dénoncent leur marginalisation par le pouvoir central. Le conflit au Darfour, qui a débuté depuis le 26 février 2003, a fait environ 300 000 morts et plus de 2,5 millions de déplacés. Cette force spéciale a compté jusqu'à 16 000 casques bleus. Au Togo, l'Assemblée nationale a levé l'immunité parlementaire d'Agbeyome Kodjo, candidat arrivé en deuxième position lors de la présidentielle du 22 février dernier. Une mesure prise ce lundi 16 mars lors d'une séance ordinaire. Le leader du MPDD, le mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, a été accusé de plusieurs motifs. Troubles aggravés à l'ordre public notamment, dénonciation calomnieuse ou encore atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Les précisions de Philomène Tine. Après avoir fait l'objet de quelques chefs d'accusation, notamment liés à des troubles aggravés à l'ordre public, dénonciations calomnieuses et atteintes à la sûreté intérieure de l'État au Togo, le député Gabriel Agbeyome Kodjo ne jouit plus de son immunité parlementaire levée par l'Assemblée nationale. Désormais, il peut être poursuivi par le procureur de la République pour toutes les charges retenues contre lui. Peuple togolais, dans quel pays sommes-nous ? La population est usurpée. Le pouvoir veut mettre derrière les barreaux le vrai vainqueur du scrutin présidentiel. Je demande à la population d'entrer dans une résistance légale pour empêcher l'arrestation programmée de notre président démocratiquement élu. Suite à la saisine de la présidente du Parlement par le procureur de la République près de la Cour d'appel de Lomé, la séance parlementaire qui a conduit à la levée de l'immunité d'Agbeyome Kodjo s'est tenue lundi 10 mars 2020. Sur les 91 députés de l'actuelle législature au Togo, 80, tous membres ou proches de la majorité présidentielle, ont voté pour la levée de l'immunité de leurs collègues. On n'enlève pas une dictature militaire avec le bulletin de vote. Face à l'armée qui nous a présenté Faure Gnassingbé comme le nouveau président du Togo en 2005 suite à un coup d'État, au Togo, les élections ne sont qu'un prétexte pour cautionner la façade démocratique de la dictature. Donc par rapport à ce qui s'est passé, aucun Togolais n'est surpris parce que c'est toujours la double peine. Vous allez aux élections, vous gagnez, on ne vous donne pas le pouvoir et ensuite on vous réprime
lorsque vous réclamez le pouvoir. Agbeyome Kodjo, leader du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, arrivé 12e de l'élection présidentielle au Togo du 22 février 2020, s'était proclamé vainqueur du scrutin. En outre, l'opposant a vu son immunité parlementaire être levée pour la deuxième fois après celle de 2013. Dans l'actualité également, au Mali, l'Association pour la promotion des arts martiaux a fêté son 7e anniversaire. Une célébration en présence de son président, Sidiki Bouaré. Comme chaque année, l'association organise une journée de démonstration pour promouvoir la pratique des arts martiaux et rassembler la jeunesse. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.